Malgré des négociations sans fin, des déclarations publiques répétées et des promesses de paix creuse, la Russie a une fois de plus révélé sa véritable stratégie. Non pas la diplomatie, non pas la retenue, mais la destruction. Ce qui a suivi n'avait rien de nouveau, c'était familier. Un schéma que l'Ukraine endure depuis des années. Des missiles, des drones, des vagues de feu, déchaînées non pour gagner des batailles, mais pour briser des vies. Puis est venu le dimanche 7 septembre, le jour où la Russie a franchi une ligne. Dans une manœuvre qui a stupéfié les observateurs du monde entier, Moscou a lancé la plus vaste attaque aérienne de toute la guerre jusqu'à présent, déclenchant un barrage massif dirigé droit vers le cœur de la capitale ukrainienne. Kiev est devenu l'épicentre d'un assaut d'une intensité telle que même les analystes les plus aguerris l'ont qualifié d'inédit. Selon The Guardian, il s'agissait du plus grand bombardement aérien jamais subi par l'Ukraine depuis le début de l'invasion. Pour les Ukrainiens, ce fut la terreur à l'aube. À 6h06 du matin, précisément au moment où les familles se réveillaient, où les enfants se préparaient pour l'école et où les travailleurs commencèrent leur journée, le ciel a explosé. Les drones russes ont percé les défenses aériennes, les missiles ont hurlé au-dessus des immeubles, les explosions ont illuminé les quartiers résidentiels. Ce n'était pas un accident, c'était un timing calculé, froidement planifié. Kyiv brûlait, et ce n'était pas seulement Kyiv. Zaporijia, Dnipro, Odessa, Kharkiv, Kryvyi Rih, ville après ville, l'Ukraine s'est retrouvée sous le feu. Et une fois de plus, ce sont les civils, et non les soldats, qui ont payé le prix le plus lourd. Des maisons se sont embrasées, des immeubles se sont effondrés, des vies ont été fauchées. À la fin de la journée, au moins 3 personnes avaient été tuées. Parmi elles, une mère et son nourrisson. 18 autres ont été blessés. Des incendies ont ravagé de multiples bâtiments. Et le bilan déjà glaçant des morts civiles, qui s'élevait à 13 883 non-combattants, a encore augmenté. Pour la première fois depuis le début de la guerre, des missiles russes ont frappé un important complexe gouvernemental au centre de Kyiv, déclenchant un incendie au cœur même du pouvoir ukrainien. Il s'agissait d'une escalade inquiétante, une attaque directe contre le noyau politique de la nation. Aucune victime n'a été confirmée parmi les responsables ukrainiens, mais le message était clair, brutal et impossible à ignorer. Le président Volodymyr Zelensky a réagi sans tarder, condamnant l'attaque comme un crime délibéré et une tentative calculée de prolonger la guerre indéfiniment. Il a été catégorique. La Russie parle de paix, mais agit en totale contradiction avec ses paroles. Et si Moscou pensait que l'Ukraine allait simplement encaisser le coup, elle s'est lourdement trompée. L'Ukraine n'a pas attendu. Alors même que la fumée s'élevait encore des rues de Kyiv, la riposte était déjà en cours. Ce qui a suivi fut rapide, chirurgical, dévastateur. Plutôt que de viser des villes ou des civils, l'Ukraine a frappé directement ce qui maintient la machine de guerre russe en fonctionnement, le pétrole. En l'espace de quelques heures, l'état-major ukrainien a annoncé une contre-attaque coordonnée. Première cible, la raffinerie pétrolière d'Ilski, située dans la région russe de Krasnodar, un nœud critique du réseau énergétique du pays. Les forces spéciales ukrainiennes ont frappé avec une précision redoutable. Des explosions ont secoué le site. Des incendies ont éclaté. Les chaînes Telegram russes se sont empressées de minimiser l'événement, affirmant que des débris tombés du ciel étaient à l'origine de l'incendie. L'excuse désormais tristement célèbre répétée chaque fois que l'Ukraine atteint exactement la cible qu'elle vise. Mais les images racontaient une toute autre histoire. Une épaisse fumée noire montait dans le ciel. La raffinerie était en feu. Ilski n'est pas une installation quelconque. Elle traite plus de 6,4 millions de tonnes de pétrole par an. Elle alimente la Crimée et les forces russes opérant dans le sud de l'Ukraine. Chaque heure d'arrêt coûte de l'argent à Moscou et prive les troupes russes de mobilité. Et l'Ukraine n'en avait pas fini. Presque simultanément, une autre frappe a touché Bryansk, visant une station de pompage clé reliée à l'oléoduc Droujba, l'une des artères énergétiques les plus importantes d'Europe de l'Est. Cet oléoduc ne se contente pas d'approvisionner la Russie. Il achemine également du carburant depuis le Bélarus vers plusieurs pays de l'Union européenne. De multiples impacts ont été confirmés. Des incendies ont éclaté. Des parcs de stockage ont pris feu. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la stratégie. En frappant Droujba, l'Ukraine a perturbé les flux de carburant, mis sous pression la logistique russe et envoyé un message clair aux pays qui continuent de bénéficier du pétrole russe. Cette guerre a un prix.
La Hongrie et la Slovaquie ont protesté. L'Ukraine n'a pas répondu. Les sanctions, a décidé Kiev, n'attendrissent plus les commissions et les débats interminables. La même nuit, l'Ukraine a également frappé Koursk, ciblant des positions de troupes russes et des dépôts logistiques utilisés pour soutenir des offensives près de la frontière ukrainienne. Des entrepôts ont brûlé. Des installations de personnel ont été endommagées. La Russie n'a eu le temps de célébrer aucun soi-disant succès. Ce n'était pas le chaos, c'était de la coordination. Et cela s'inscrit dans une campagne bien plus vaste. Tout au long du mois d'août, l'Ukraine a considérablement intensifié ses frappes en profondeur contre les raffineries russes. À la fin de l'été, au moins 17% de la capacité de raffinage russe avait été affectée. Les réparations se sont accumulées. Les sanctions ont bloqué l'accès aux pièces de rechange. Les maintenances programmées se sont heurtées à des arrêts d'urgence imprévus. À la fin du mois d'août, 6,4 millions de tonnes de capacité de raffinage étaient hors ligne, soit une augmentation vertigineuse de 65% par rapport aux prévisions initiales. À l'intérieur de la Russie, l'impact est désormais impossible à dissimuler. Pénurie de carburant, files d'attente massives dans les stations-service, des prix en hausse de 20 à 25% au-dessus des chiffres officiels. De la Carélie à l'Extrême-Orient, la population russe en ressent les effets. Les soldats aussi, contraints de lancer des offensives sans le carburant nécessaire à une guerre mécanisée. L'Ukraine n'a pas détruit les raffineries, elle a fait pire. Elle les a paralysées et désormais la pression internationale s'intensifie. À la suite de l'attaque contre Kiev, le président américain Donald Trump a signalé sa volonté d'escalader les sanctions, confirmant que la phase 2 était en préparation, visant potentiellement les pays qui continuent d'acheter du pétrole russe. Il a laissé entendre que des mesures encore plus sévères pourraient de suivre, alors que l'Ukraine démontre sa capacité à frapper loin, fort et intelligemment, et qu'une nouvelle arme à longue portée, connue sous le nom de Flamingo, serait prête à entrer en action. La ligne de vie énergétique de la Russie n'a jamais été aussi exposée. Ce n'était pas simplement une riposte, c'était une relation de cause à effet. La Russie a bombardé Kiev, l'Ukraine a frappé le carburant qui maintient la guerre russe en vie. Et les conséquences ne font que commencer. Car c'est ici que la situation devient encore plus dangereuse pour Moscou. La campagne ukrainienne de frappe en profondeur n'est plus expérimentale. Elle est désormais méthodique et systématique. Chaque frappe réussie affine le ciblage, révèle les failles de la défense aérienne russe et prouve que la distance n'offre plus aucune protection. Des installations autrefois jugées intouchables ne le sont plus. Chaque raffinerie, chaque station de pompage, chaque dépôt à l'intérieur de la Russie doit désormais envisager quelle puisse être la prochaine cible. Plus important encore, l'Ukraine a inversé l'équilibre psychologique. Pendant des années, la Russie pensait pouvoir frapper les villes ukrainiennes en toute impunité, convaincue que la riposte resterait limitée. Cette illusion s'est effondrée. Désormais, chaque attaque russe d'envergure entraîne un coût économique immédiat, mesuré non seulement en roubles, mais en pénurie de carburant, en logistique paralysée et en frustration croissante au sein même de la population russe. Et tandis que les responsables du Kremlin continuent de minimiser les dégâts, la réalité devient de plus en plus difficile à cacher. Une guerre moderne ne peut pas fonctionner sans énergie. Et l'Ukraine est en train d'étrangler méthodiquement cette artère vitale. Combien de temps la Russie peut-elle encore soutenir une guerre lorsque le carburant même qui l'alimente brûle sur son propre territoire ?